Bienvenue au Polysécure, un épisode peut-être un peu plus spécial. Je suis avec Maître Gauthier. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, absolument. Donc, bonjour à tous. Julie Gauthier, je suis avocate spécialisée en droit de la vie privée et la protection des renseignements personnels chez BLG, Borden Ladner Gervais. Donc, je suis dans l'équipe de protection des données du cabinet. Là, on va aborder le projet de loi 64 qui vient modifier énormément la portée du cadre législatif de protection des informations personnelles. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été véhiculées au début de l'été sur ce qui allait arriver avec ce projet de loi-là. Donc, on va commencer avec une première explication dans les grandes lignes. Qu'est-ce que ce projet de loi et qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises et pour les entreprises? Tout à fait. Donc, le projet de loi 64, ça constitue pas mal la plus importante réforme là, des lois de protection des renseignements personnels au Québec et même au Canada. En ce qui concerne le Québec, là, ça remonte à 1993 pour la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et 1982 pour la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qu'on appelle la loi sur l'accès. Donc, c'est dire que le cadre législatif en la matière était assez mûr pour une réforme, considérant que les lois ont été adoptées là, au balbutiement de l'Internet. Donc, le projet de loi 64 qui vient moderniser plusieurs lois, donc pas seulement la loi sur le secteur privé, il s'inspire beaucoup de la loi en vigueur en Europe en matière de protection des données personnelles, soit le RGPD ou le GDPR en anglais. Donc, on va l'appeler le PL 64, propose notamment de obliger les entreprises à intégrer une approche de vie privée dès la conception, ce qu'on appelle le Privacy by Design, concept qui est à l'origine est un concept ontarien à l'origine. Donc, en procédant à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et de leur système d'information. Il y a aussi toute la notion de consentement qui va être renforcée, notamment en obligeant les entreprises à obtenir un consentement express pour l'utilisation des renseignements personnels sensibles, comme les renseignements médicaux, biométriques, mais aussi à divulguer, par exemple, le nom des tiers à qui les renseignements personnels sont communiqués. Il y a aussi une introduction de certains allègements pour l'utilisation des renseignements dépersonnalisés, puis il y a aussi la distinction entre les renseignements anonymisés et dépersonnalisés qui est faite dans le projet de loi. Également, on va reconnaître des nouveaux droits inspirés du droit européen, comme le droit à la portabilité des données, le droit à l'oubli, le droit de ne pas faire l'objet d'un profilage, le droit de s'objecter au traitement automatisé de ces renseignements personnels, etc. Il y a également une nouvelle obligation pour les entreprises à divulguer à la Commission d'accès à l'information et aux personnes concernées les incidents de confidentialité qui impliquent des renseignements personnels présentant un risque de préjudice sérieux. Cette obligation-là existe actuellement dans le secteur fédéral en vertu de la PIPEDA et c'est ici la notion de risque de préjudice grave plutôt que le risque de préjudice sérieux. Mais il va y avoir cette obligation-là pour les entreprises de notifier à la commission d'accès et aux personnes tout incident qui pourrait leur causer un risque de préjudice sérieux. Également, c'est quand même important, le projet de loi accorde à la Commission d'accès à l'information des nouveaux pouvoirs, dont celui d'imposer des sanctions administratives pécuniaires pouvant aller jusqu'à 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires mondial, ou des sanctions judiciaires là, sous décision d'un commissaire pouvant aller jusqu'à 25 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial. C'est des changements très importants au cadre législatif québécois qui nous amènent au 21e siècle, un peu comme le RGPD a fait en Europe. Et certaines lois étatiques aux États-Unis ont procédé et ou vont procéder à faire, ce qui est très intéressant. Pour amener un peu démystifier la confusion qui a eu lieu au début de l'été, ça serait intéressant de savoir comment fonctionne l'adoption d'un projet de loi, donc celui-ci, et dans quel état il est rendu ce processus d'adoption. Tout à fait. Donc,
Pour être adopté à l'Assemblée nationale, un projet de loi doit franchir quelques étapes. Donc, il y a la présentation du projet de loi. Dans ce cas-ci, le projet de loi a été présenté le 12 juin 2020. Il y a l'adoption du principe qui a été fait le 20 octobre 2020. Ensuite, il y a une étude détaillée en commission parlementaire qui est en cours depuis le 2 février 2021. Ensuite, il va y avoir l'adoption finale en séance plénière du projet de loi et sa sanction. Le tout est à déterminer étant donné que le projet de loi est toujours en étude devant l'Assemblée nationale. C'est ça. Donc, puis ce processus-là d'analyse amène, disons, les différents partis à amener leur grain de sel dans le processus. Donc, il y a eu des changements entre le dépôt initial et où on est rendu à l'heure actuelle dans les travaux. Absolument. Les partis d'opposition ont fait des représentations. Il y a également le secteur privé qui a fait des représentations. Donc, tout ça a été tenu compte en partie. Puis, effectivement, depuis le projet de loi a beaucoup évolué depuis sa présentation. Et les travaux vont reprendre sensiblement autour du 17 ou 19 août prochain. Donc, c'est ça. Fait qu'il n'y a rien qui est arrêté. C'est juste la pause normale de l'été qui est arrivé finalement dans ce cas-ci. Est-ce qu'on est vraiment loin de l'adoption ou il reste encore beaucoup de processus, beaucoup d'étapes avant d'y arriver à l'adoption? En fait, le projet de loi contient 165 articles et si je ne me trompe pas, on s'est rendu jusqu'à environ l'article 125. Donc, il en reste pas tant. On peut présager là, que le projet de loi va être adopté cet automne. Donc, on a fait la majorité du travail qui est à faire là, en commission parlementaire. Puis la nature des changements qui ont été faits, est-ce que tu as des exemples pour nous montrer à quel point ces changements-là peuvent structurer différemment la loi? Absolument. Donc, par exemple, il y a une obligation dans la loi de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, ça, c'est un peu comme une évaluation des risques sur la vie privée, qui, au départ, était une obligation qui s'appliquait à tout système d'information, à tout projet qui comportait des renseignements personnels. Donc ça, c'était beaucoup trop large comme obligation et quand même assez lourd sur les entreprises, sachant qu'il y a certaines entreprises qui traitent énormément de renseignements personnels. Et donc, est-ce qu'il fallait à chaque fois faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée? Bien, ils sont venus un petit peu plus circonscrire cette obligation-là. Et donc, maintenant, elle ne s'applique pas au système existant de l'entreprise, mais uniquement au développement, à l'acquisition ou à la refonte des systèmes. Il y a également une exigence d'indiquer aux personnes concernées lorsqu'ils consentent à la collecte et au traitement de leurs renseignements personnels le nom des tiers à qui il est nécessaire de communiquer leur renseignement personnel. Ça, il n'y avait pas ça au départ. Au départ, on parlait de catégorie de tiers. Maintenant, il va falloir indiquer le nom des tiers, ce qui peut causer, par exemple, des fournisseurs de services, ce qui va pouvoir engendrer quand même beaucoup d'efforts et de contraintes du côté des entreprises, là. Par exemple, parce que le nom des fournisseurs de services change constamment. Il va y aussi avoir une obligation de désactiver par défaut des technologies qui recueillent des renseignements personnels en ayant recours à des fonctions permettant d'identifier, de localiser ou d'effectuer le profilage d'une personne. Également, 2 exceptions au consentement pour l'utilisation de renseignements personnels pour la fourniture d'un produit ou d'un service, soit pour prévenir, détecter la fraude également. Et il va y avoir un certain allègement du processus pour communiquer des renseignements personnels à l'extérieur du Québec. C'est ça, ça amène un point très important parce que ça avait créé beaucoup de confusion, le RGPD, sur l'applicabilité et où ça s'appliquait et ainsi de suite. L'application du projet de loi sur les lois québécoises ont quel genre de portée en termes d'effet?
Au sens où, comme le RGPD s'applique à des citoyens européens, même s'ils ne sont pas en Europe, mais ne s'applique pas à des citoyens non européens, même si on est en Europe. Donc, ce degré de confusion-là qui était lié au RGPD ne permettait pas, disons, d'une façon d'appliquer à l'extérieur des frontières de l'Europe dans ce cas-ci. Quel était l'impact réel? L'impact des changements législatifs vont-ils avoir un impact en dehors du Québec? Ou dans quelle mesure, en dehors du Québec, on a un effet avec cette loi-là? Ben, en fait, ça ne change pas. Dans la loi sur le secteur privé, ce qui est prévu, c'est que la loi s'applique aux entreprises qui traitent des renseignements personnels au Québec. Donc, c'est quand même assez flou dans le sens où même au Canada, c'est pas encore clair à savoir comment est-ce qu'on départage un peu les juridictions au niveau de la PIPEDA au fédéral, la loi sur le secteur privé au Québec. Donc, on n'a pas assez actuellement d'informations là, pour pouvoir se prononcer là-dessus, mais c'est sûr que le projet de loi n'apporte rien de nouveau à cet effet-là. Donc, c'est qu'on n'est pas comme en Europe où un citoyen européen, même au Canada, est protégé. Donc, on n'a pas le citoyen québécois, c'est un peu le citoyen canadien à l'étranger, n'est pas protégé dans les systèmes à l'étranger à ce moment-là. C'est parce que puisque la loi ne change pas. Là. Non, il n'y a pas d'application extraterritoriale là, qui est prévue dans le projet de loi 64. OK. Et ce projet de loi, comment ça rime? Parce que le C11 est en cours en tout cas, tout le monde dit qu'il va tomber à l'oubli à cause des élections, mais en arrimage avec ces changements-là, est-ce qu'on est aligné avec ce que le fédéral est en train d'envisager ou on fait bande à part? On fait quand même assez bande à part, c'est-à-dire que au fédéral, les obligations sont moins lourdes. Là, pour l'instant, c'est ça, le projet de loi est mis sur la glace. Il y avait plusieurs questions en suspens par rapport au projet de loi C11, mais je vous dirais que le projet de loi 64 va beaucoup plus loin au niveau des nouveaux droits et obligations en matière de renseignement personnel. Donc, ça nous place plus dans une position de similitude avec le RGPD que la loi fédérale à ce moment-là. Tout à fait. Donc là, c'est la question suivante parce que j'ai passé en entrevue une avocate européenne. Et justement, ces lieux de similarité-là vont probablement faciliter le commerce entre le Québec et les institutions européennes à ce moment-là. C'est possible, absolument. Absolument. Ça risque de faciliter la communication, le transfert et absolument. Très intéressant. Là, c'est sûr qu'on ne rentrera pas dans le détail de la loi parce qu'elle est encore en processus d'adoption, donc tout peut changer. Il y a eu déjà quand même des changements assez majeurs depuis le dépôt initial. J'imagine qu'il va y en avoir d'autres d'ici là. À ta suggestion, on va se reparler au moment où la loi va être adoptée, justement pour qu'on puisse démystifier la portée réelle et effective de la loi, et puis donc les délais d'application, parce que je crois qu'il y avait des délais d'application de 1 an, puis ce qui avait soulevé d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes chez les entreprises privées. Là. Tout à fait. La plupart des experts dans le domaine se sont entendus pour se dire que1 an, c'était absolument pas suffisant. À titre de comparaison, le RGPD avait les entreprises disposaient là, de 2 ans pour se conformer. Donc, il faudrait qu'à tout le moins, le projet de loi 64, considérant la nature des nouvelles obligations, puisse permettre aux organisations de disposer de 2 ans pour se conformer aux nouvelles obligations. Tout à fait. Oui, absolument. Puis également, lors du prochain podcast, lorsque le projet de loi sera adopté, lorsque son texte final sera adopté, on pourra passer également au travers les mécanismes qui seront mis à la disposition des citoyens pour faire valoir leurs droits. Parfait. Merci énormément pour ta collaboration. Très hâte de discuter quand que le projet de loi va être adopté. Et ça me fait plaisir. À bientôt. Merci.